Chers auditeurs et auditrices de Méridien Zéro, bonsoir. Une aventure de plus, radiophonique bien sûr, pour ce vendredi soir. Donc Jean-Louis Roumégas à la barre. Et ce soir, nous avons le joie, l'honneur et tout ce qu'on dit d'habitude, mais c'est sincère, d'aborder un thème qu'on avait depuis très longtemps envie de traiter, parce que le livre est sorti depuis maintenant un an, si je ne m'abuse. On verra ça avec un de ses protagonistes principaux, puisqu'il en a écrit la préface. Et donc d'un livre qui nous a profondément intéressés, qui correspond tout à fait à nos interrogations, à nos angles d'approche sur la société telle qu'elle est, sur le modèle de développement qu'on nous a concocté depuis maintenant 150-200 ans. Et donc tout ce qui rejoint en gros notre problématique, nos problématiques politiques sur Méridien Zéro. Donc en l'occurrence, je veux parler de la société de l'indécence, donc de Stuart Ewen, sous-titré Publicité et jeunesse de la société de consommation. Et pour en parler, j'ai autour de moi Lucien Cerise. Bonsoir. Et Thibaut Philippe. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser la parole, messieurs, puisque c'est vous qui maîtrisez le mieux le livre, même si moi j'ai évidemment mis plus que le nez, les yeux aussi. Alors, comment est-ce que vous avez... Parce que ce livre n'est pas une nouveauté, donc il a été réédité par le Retour aux sources, qui, comme à leur habitude, nous gratifie donc d'un ouvrage de très grande qualité, à l'instar de plein d'autres ouvrages qu'on avait eu déjà l'occasion d'évoquer sur notre antenne. Le dernier étant Too Much Magic, qu'on avait présenté avec Piero San Giorgio. D'où vient ce livre et pourquoi cette réédition, Lucien ? Oui, donc j'ai moi-même découvert ce livre au début des années 2000, parce qu'il était cité dans d'autres livres, c'est souvent comme ça, notamment dans la production du collectif Tikkun, qui avait écrit La théorie de la jeune fille, la théorie du Bloom, etc. Donc en fait, et qui a donné ensuite le Comité Invisible, qui a eu quelques ennuis en 2008-2009, dont ils ne sont toujours pas sortis. En lisant les parutions, les publications de Tikkun, j'avais noté des citations qui revenaient souvent d'un auteur dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Stuart Ewen, et comme titre de livre Conscience sous influence. Et je me demandais qu'est-ce que ça peut bien être que cet auteur, parce que les citations étaient vraiment très brillantes, très alléchantes. Donc j'ai cherché un petit peu. Je me suis rendu compte que l'ouvrage était épuisé totalement, qu'on pouvait donc plus l'acheter. Je l'ai quand même trouvé à la Bibliothèque nationale, c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. Et je l'ai lu et effectivement, les citations étaient à l'image de la totalité du livre, c'est-à-dire qu'elles m'ont profondément traumatisé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, pour la première fois, je tenais un texte qui prouvait, qui démontrait ce dont j'avais l'intuition, à savoir que ce qu'on appelle la décadence, ce qu'on appelle en termes techniques l'entropie sociale, c'est-à-dire la mort des sociétés, eh bien, pour ce qui nous concerne, pour le monde occidental, ça venait pas tout seul, c'était pas spontané. Il y avait bien effectivement des personnes et des méthodologies à l'œuvre derrière ces phénomènes de décadence et de mort sociale. En outre, c'était assez facile finalement à démontrer, à dévoiler, parce que ce que montre Stuart Ewen dans son livre, c'est que c'est né, toutes ces méthodologies de meurtre d'une société appartiennent à des domaines des sciences humaines et sociales, qui sont le marketing, le management et tout ce qui va avec, à partir de Frédéric Taylor, le taylorisme, et donc la gestion des groupes humains et des sociétés. Ça a donné ensuite, par amplification de l'usine à la société, une discipline qui s'appelle l'ingénierie sociale, ce que aussi alors Stuart Ewen parle de planification sociale, dans un contexte capitaliste, ce qui montre que en fait justement le monde capitaliste n'a rien à envier au monde communiste. Il y a autant de planification d'un côté que de l'autre. Donc, pour des raisons de propagande, évidemment, l'accent a été mis sur la
planification sociale dans les pays communistes pour dire que voilà, les gens n'étaient pas libres, mais en réalité, il y a le même niveau de planification dans les régimes dits libéraux. Et donc tout cela a été démontré par A plus B avec et en source ouverte, comme on dit, c'est-à-dire c'est pas il n'a pas été chercher les preuves dans des sociétés secrètes ou ce genre ou des réunions confidentielles. Il y a des professionnels qui travaillent là-dessus et qui sont rémunérés grassement dans des agences de publicité ou dans des cabinets de conseil. C'est tout l'univers du consulting. Donc, alors après avoir donc découvert ce livre qui en fait confirmait mes intuitions sur le pilotage intentionnel de la mort des sociétés, je l'ai gardé sous le coude. Mais bon, comme je n'avais pas trop de contacts là dans l'édition, je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais le faire rééditer puisqu'il était épuisé. Et puis donc voilà, au fil des années, on rencontre les bonnes personnes et donc on a pu le ressortir cette année, en 2014, sachant que la première édition donc américaine date de 1976. Donc à l'époque, Stuart Owen s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le courant situationniste. Puisque son texte, effectivement, vise à peu près les mêmes cibles que celles d'un Guy Debord, par exemple. C'est tout l'univers du spectacle, de la consommation. Oui, non, quelle est la réalité ou l'amplitude du mouvement situationniste aux États-Unis à cette époque-là, Lucien? On a une petite idée. Donc du coup, il y a Stuart Owen. C'est vrai que généralement, le situationnisme, on l'associe quand même à quelque chose de très français parce qu'il y a Guy Debord, même si, on le sait bien, le situationnisme se voulait une internationale. Donc on peut élargir ça à l'Europe occidentale. Aux États-Unis, ça représente quoi? C'est quelque chose de très marginal ou est-ce que ça a eu quand même un impact, en particulier à l'université? C'est assez marginal, oui, effectivement. En fait, il y a deux auteurs qui sont sortis du lot. Il y a donc Guy Debord, qui est quand même un peu connu là-bas, et Jean Baudrillard, qui s'est aussi plus ou moins inscrit dans ce courant. Mais bon, bien que Baudrillard soit aussi soit difficilement classable. Bon, voilà. En fait, le problème que je pense que les Américains, que les universitaires américains ont rencontré avec le situationnisme, c'est que c'est en soi également assez difficilement classable. Je veux dire, des gens vont mettre ça à gauche, mais bon, il y a quand même aussi une composante qu'on pourrait qualifier un art de droite, qui est assez évidente. C'est-à-dire que bon, c'est pas politiquement correct, en tout cas. Je sais par exemple aussi que dans les milieux, quand on lit Tikkun ou le Comité Invisible, bon, il y a des références, il y a Léon Blois, il y a des gens comme ça. Ça sonne très action française parfois. Donc c'est comme effectivement le politiquement correct a envahi les universités américaines à partir des années 80 et est devenu vraiment le dogme, c'est bon, voilà, je veux dire, les auteurs situationnistes sont un peu litigieux, voilà, c'est considéré vraiment comme à la limite de ce qui est décent pour eux, Donc oui. Oui, en plus, on sait, c'est le cas en particulier chez Debord, mais aussi chez certains successeurs. Je pense par exemple à l'Encyclopédie des nuisances. Il y a quand même un amour de la belle langue qui, de toute façon, doit être quand même difficilement traduisible en anglais. Un amour de la belle langue française, avec souvent quelque chose qui peut se rattacher en gros à l'époque moderne, 17e, 18e siècle. À une époque où on soignait le style. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer comment ça pouvait être traduit en anglais, ça, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Bon, après, un bon traducteur arrivera à faire quelque chose. Mais effectivement, il y a un petit côté un peu aristocratique dans le situationnisme et qui effectivement est difficilement compatible avec le politiquement correct, qui veut écraser toutes les différences, toutes les distinctions. Et donc voilà. Alors là, je veux parler. Je vais essayer je vais aborder un peu plus le fond. Donc on peut demander. On
on peut demander à Philippe, lui, comment il a découvert le livre, du coup. Et si Philippe, vous connaissiez aussi tout ce milieu-là, en France en particulier, mais là où j'ai évoqué l'encyclopédie des nuisances, par exemple, mais ce style de courant politique dont, en général, nous sommes peu familiers et les auditeurs et les auditrices, je pense, connaissent peu. L'encyclopédie des nuisances, je l'ai connue en fait, au cours de mon M1, puisque j'ai fait un M1 à l'école des hautes études en sciences sociales sur George Orwell. Et tous ses essais, articles, lettres et la plupart de ses romans sont édités chez Ivray, l'encyclopédie des nuisances. Sinon, non, c'est un courant que je connais pas bien. Ensuite, cette thématique, surtout sur l'ingénierie sociale, je l'ai d'abord connue il y a quelques années grâce au livre d'Alain Soral, qui m'ont apporté énormément à ce niveau-là. Et ensuite, avec le livre de Lucien, Gouverné par le chaos, et qui avait l'avantage de mettre beaucoup de sources, et surtout des sources ouvertes, donc pas qu'on pourrait assimiler aux théories du complot, ça ne veut pas dire grand-chose de toute façon, ce mot-là. Mais au cours de mon M2 que j'ai fait sur l'ingénierie sociale, je me suis penché un petit peu j'ai pris Gouverné par le chaos comme base, et je me suis ensuite un peu penché sur tous les livres qui étaient cités en note de bas de page, ou les concepts d'ingénierie sociale. Et du coup, j'ai été amené à m'intéresser aux méthodes les plus, on va dire, les plus modernes d'ingénierie sociale et de manipulation des masses, comme la cybernétique ou le neuromarketing ou la programmation neurolinguistique. Et l'idée, c'est que vu que j'avais des tuteurs universitaires et qu'il fallait leur apporter quelque chose qu'ils ne pourraient pas vraiment contester ou assimiler à des théories de la conspiration, mais ce qu'ils ne se sont pas privés de faire quand même, je me devais de prendre des travaux irréprochables et qui donnaient des sources ouvertes. D'où le bouquin de Stuart Ewen que m'avait conseillé Lucien, et où j'ai pu remonter en fait la chaîne du début de ces manipulations. Parce que moi, j'abordais surtout sous l'angle politique. Et il y a un nom qui est très commun en fait à la politique et à l'économie là-dedans, et qui est un petit peu irradié tout le XXe siècle pour ceux qui connaissent un peu ce domaine, c'est Édouard Bernays. C'est celui qui a été parmi les premiers à théoriser sur la propagande. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Lucien, sur en fait, le fait que il n'y a pas vraiment de différence entre le communisme et le capitalisme à ce niveau-là, c'est que le principal théoricien dont s'est inspiré Bernays était Willy Munzenberg, qui était un fervent communiste, et c'est lui qui a développé les méthodes modernes de propagande. Voilà, que Bernays a repris, que Goebbels admirait. Et à partir de Bernays, en lisant Propaganda, j'ai aussi, par l'aide de Lucien, découvert la Société de l'indécence. Et j'ai pu retracer justement le début de la mise en place d'une psychologie de masse qui fait suite à un nouveau modèle, comme on dira, de consommation avec l'avènement du Fordisme et le besoin de créer en amont la demande pour pouvoir écouler toute l'offre qui était proposée. Ce qui supposait de mettre fin à l'esprit d'épargne, de pousser les gens à consommer par la peur, par l'amphissexuel, par en fait toute une économie libidinale qui a été développée après le traumatisme de la Première Guerre mondiale dans les années 20. Voilà, donc c'est né aussi avec les premiers procédés de manipulation qui ont été les instituts de sondage à la fin des années 1910 et qui ont été appliqués avec la commission Krill en 1917 pour retourner l'opinion du peuple américain qui était majoritairement contre la Première Guerre mondiale. Donc il y a des campagnes de propagande qui ont été montées pour ensuite le faire changer d'avis, et ce qui a très bien marché, hein. Et ensuite, toutes ces méthodes ont été appliquées pour mettre en place comme disait Lucien, une planification, une méthode d'ingénierie sociale, de planification sociale pour la consommation, pour pousser les gens à consommer. Voilà. D'accord. Pourquoi la Société de l'indécence? C'est pas le titre d'origine, Lucien? Oui, donc le titre d'origine en anglais c'est Captains of Consciousness, Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture. Donc la première édition française avait été traduite par Conscience sous influence. Et là, en fait, donc avec François Sainz, donc l'éditeur, on a opté pour ce nouveau titre. C'était pour faire un peu un clin d'œil, un écho à Jean-Claude Michéa, et qui commentateur donc de George Orwell sur la décence commune. Et justement donc pour en fait insister sur le fait que toutes ces méthodes de planification ou d'ingénierie sociale visent à en finir avec la décence commune. Qu'est-ce que la décence? C'est en fait c'est le sens des limites. La société de l'indécence, ce sera cette société sans limite, cette société où l'on lève toutes les limites, donc tous les interdits, tous les tabous et tout ce qui en fait encadre le comportement,
et qui définit donc en fait un cadre sociologique à peu près rationnel et qui est donc à peu près stable et qui permet d'éviter de sombrer dans le chaos, donc l'entropie dont je parlais tout à l'heure. Justement, alors pour provoquer des phénomènes d'entropie sociale, il faut lever toutes les limites. Et notamment toutes les délimitations en géopolitique, on appelle ça les frontières, hein, c'est les principes westphaliens, et en psychologie on appelle ça l'identité. L'identité a des limites nécessairement. Si je suis un homme, je ne suis pas une femme. Si je suis le parent, je ne suis pas l'enfant. C'est le principe du complexe d'Oedipe, ce qui est un système de délimitation identitaire et qui fournit les 4 places de la famille. Raison pour laquelle il faut attaquer ce complexe d'Oedipe qui est au cœur de la structuration de la famille et au cœur aussi de la structuration du psychisme de l'humain moyen, normal, quoi. Donc c'est le cœur des constantes anthropologiques qui est attaqué par la valorisation de l'indécence dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de la levée de toutes les limites. Tout ça pourquoi donc c'est pour remplacer dans un premier temps l'humain par un consommateur. Et je pense que, bon, alors là c'est ma thèse personnelle, Stuart Ewen n'en parle pas. Lui, il en reste en fait à la société de consommation et du spectacle. Mais bon, à la fin, c'est pour en finir avec l'espèce. Voilà. Allons jusqu'au bout, parce que c'est la logique. Il suffit de pousser la logique à son terme, et c'est à ça qu'on arrive. Et nous y sommes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au-delà même de la société de consommation et du spectacle, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus justement là-dedans, en fait. Ça y est, c'est fini. Les 30 Glorieux sont derrière nous. Donc là, maintenant, on est en phase de régression économique, régression socio-économique, qui correspond à la deuxième étape du capitalisme, après la croissance, la décroissance obligée. Pas la décroissance comme éthique de vie qui a sa noblesse, mais la décroissance obligée, c'est-à-dire la misère provoquée par le capitalisme lui-même. Et qui s'accompagne aussi donc d'une misère psychologique, une misère symbolique, etc. Et surtout, effectivement, du brouillage de toutes les identités, c'est-à-dire d'une confusion identitaire généralisée qui attaque en premier lieu la famille. Donc là, nous y sommes. Ça y est, ça a commencé avec la théorie de la confusion des genres, et qui donc là vise à fabriquer des psychotiques. Ni plus ni moins, puisque la psychose, c'est le moment où la différence entre moi et vous s'estompe. Je ne sais plus si je suis l'autre qu'en face de moi, ou voir l'objet que je vois sous mes yeux. Voilà. Donc, et nous en sommes là. Donc là, on voit bien que je dépasse, je déborde complètement Stuart Ewen. On n'est plus dans la fabrication du consommateur, qui est la première étape, donc décrite parfaitement par Stuart Ewen. Là, on est dans la mise à mort du consommateur, parce qu'en fait, on n'en a plus besoin, tout simplement. Voilà, donc on peut le liquider physiquement. Mais bon, pour recentrer sur Ewen, effectivement, donc le titre, c'était aussi pour un peu faire effet de tradition, avec la société du spectacle, donc de Bohr, la société de consommation, Baudrillard, la société de l'indistinction, de Francis Cousin, qui est aussi auteur au Retour aux sources, et qui a en fait aussi bien pointé, souligné ce phénomène d'indistinction généralisée, donc aussi d'abrasion, de destruction des limites. Et puis donc voilà le quatrième là, la société de l'indécence. Et alors Ewen, on ne s'est pas opposé, on avait racheté les droits, mais bon, je pense que ça le dérangeait pas de toute façon, puisqu'il est encore en vie, donc il a même un peu participé, si je me souviens bien. Il a rajouté un texte un préambule, quoi. Et voilà, donc là, je suis assez content de cette republication. Je me propose pour donner envie à nos auditeurs de lire la table des matières, qui donnera une idée du contenu.
Donc bon, j'ai fait une nouvelle préface où je récapitule un petit peu pourquoi je suis entré en contact avec ce texte et puis je développe un petit peu aussi ce que je venais de dire là les deux moments du capitalisme, création création de richesse puis création de pauvreté. Et puis, donc, ensuite, le livre est structuré en 3 parties. La première partie, la publicité comme production sociale, avec donc des sous-titres, horaires réduits, salaire en hausse. Bon, là, on reconnaît le principe du Fordisme. Mobiliser les instincts. Et petit 3, la publicité, civiliser le moi. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'idéologie politique de la consommation. C'est-à-dire que là, des Américains en position d'influence sociale ont essayé d'élaborer la consommation, d'essayer de créer en fait un lien social et un discours politique entièrement fondé sur la consommation, sur le consumérisme. Ce que certains ont appelé le consommatisme. Je laisserai Thibaut en parler parce qu'il connaît bien le sujet. Donc, le sous-titre de la deuxième partie, une nouvelle réalité préfabriquée. Alors ça, c'est très important. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été à ce point charmé par ce livre. C'est que j'avais ce sentiment de vivre dans une espèce de réalité virtuelle, de réalité préfabriquée, un peu comme le personnage de Matrix. Et là, pratiquement pour la première fois, je voyais un auteur reconnu, puisque c'est un universitaire. Oui, j'aurais dû préciser qu'il est historien des médias. Ça, c'est son travail, son job. Il est donc enseignant à la City University de New York et en tant qu'historien des médias et de la publicité en particulier. Et là, pour la première fois, je voyais donc quelqu'un issu d'un milieu autorisé qui me parlait de réalité préfabriquée dans laquelle on fait entrer les populations pour mieux les contrôler. Donc petit 2, formatage des modes d'expression. Petit 3, la vérité de la publicité. Bon, vérité, on se doute bien dans quel sens. Petit 4, faire disparaître l'atelier. Très important aussi. Il faut enchanter le monde de la consommation. Et pour cela, pour que en fait, le réel disparaisse, il faut faire donc disparaître les usines où les gens se cassent le dos, etc. etc. Petit 5, consommation et changement social. Alors là, c'est aussi la notion de changement qui est au cœur de tout ce qui est planification sociale, ingénierie sociale. Donc la provocation du changement, même quand les populations n'en ont pas besoin ni envie, il faut provoquer le changement pour les faire aller là où on veut qu'elles aillent. Et petit 6, la consommation, une totalité partielle. Je passe la parole à Thibaut. C'est juste pour dire sur la dernière partie que tu as mentionnée sur l'industrie, ce qu'expliquait Ewen, c'est aussi de faire disparaître tout simplement les relations en face à face. Et ce qui aboutit petit à petit à transformer les autres citoyens en objets. Voilà. Et il y avait d'ailleurs un ouvrier que citait Ewen qui se plaignait avant ils avaient des bonnes relations avec leur patron, mais qu'en 1928 déjà, donc il y a presque un siècle, il notait que quand les usines étaient visitées, on ne présentait plus les travailleurs aux personnes qui venaient visiter, mais on leur présentait les machines. C'est-à-dire que toute dimension humaine était progressivement évacuée. C'était plus que les rouages d'une machine. Je crois que c'était au début du 19e siècle, il y avait déjà les Ludites qui s'étaient battus contre ça, contre la destruction de l'artisanat, de leurs activités traditionnelles et leur progressive mécanisation et réduction au simple rouage d'une machine. On peut à la limite, pas à la limite, on peut le rapprocher de... Alors c'est un livre que j'évoquais, peut-être que vous connaissez l'un et l'autre, c'est un livre sur les Laotech qui est sorti cet été, donc écrit par un ingénieur qui est spécialiste des métaux. En gros, la thèse du livre est que de toute façon, tout cet aspect thaumaturge, les ingénieurs thaumaturges ne nous sauveront pas. Ça a peut-être fonctionné par le passé pour combler des carences et à un moment des manques en telle ou telle matière. Ça ne marchera plus parce que de toute façon, tout ce qu'on nous vend comme énergie verte, ça ne marchera pas. Et lui, un des aspects qu'il souligne bien, par exemple, c'est... Alors non seulement l'atelier a disparu, mais
tous les désagréments qui vont avec l'atelier, la pollution, tout ça est rejeté, est éloigné à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, ce qui permet de donner une image très propre aussi du système. Hein. Tout ça fonctionne très très bien pour nous. Simplement, tout est repoussé à quelques centaines ou milliers de kilomètres, hein, que ce soit les déchets ou la production sale. Hein. Il suffit d'avoir des images de villes chinoises pour voir que globalement, c'est tout à fait le cas, quoi. En effet, on a déplacé l'atelier et maintenant l'usine sont loin. Ils sont plus chez nous, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et donc c'est la représentation même qui doit disparaître. Hein. C'est-à-dire, c'est bon, donc déjà la proximité physique, hein, de la même façon que donc on a fait disparaître les usines, par exemple de la petite couronne, hein, en région parisienne. Mais c'est aussi même la représentation en fait. Enfin, il faut éviter les images. Hein. Il faut que en fait la consommation soit accompagnée d'images qui donnent envie, hein, qui désinhibent la pulsion d'achat, c'est-à-dire qui désinhibent la libido. Si on montre donc des images de travail à la chaîne, c'est pas très je dirais hédoniste, hein, comme environnement, donc ça va pas, c'est pas ça qui va donner envie d'acheter. Donc il vaut mieux associer à tel produit effectivement plutôt des images de corps, hein, jeunes, beaux, enfin séduisants, etc. Ce qui m'amène donc à la troisième partie du livre, hein, de Stuart Ewen, qui est titré donc Papa, maman et les gosses vers une architecture moderne de la vie quotidienne. Et donc là, c'est là où Stuart Ewen entre dans le monstrueux, hein, enfin dans la description du monstrueux. C'est pas l'auteur qui est monstrueux. C'est-à-dire en fait comment, hein, le capitalisme investit la famille, hein, et investit la psychologie, enfin l'intimité psychologique, l'intimité privée des relations entre les hommes et les femmes et les parents et les enfants, pour reformuler ces relations. Hein. Les reformuler dans en fait, en réalité, cette reformulation, on voit bien qu'elle ne sauve pas la relation. En fait, elle la détruit. Concrètement, c'est ça que ça produit. Donc, cette reformulation donc détruit la relation, en fait, et donc augmente, amplifie les phénomènes d'entropie sociale. L'entropie sociale, c'est une notion qu'on trouve chez les auteurs écologistes, hein, souvent. Il y a Joseph Tainter qui en parle un peu indirectement dans l'effondrement des sociétés complexes. Mais en fait, il faut aussi voir qu'il y a un effondrement contrôlé des sociétés complexes. Hein, c'est-à-dire que les sociétés ne meurent pas toujours toutes seules, hein, spontanément ou par mort naturelle. Parfois, elles sont tuées. On pense là au titre de Zemmour, là, le suicide français. En fait, c'est pas un suicide, c'est un meurtre. Voilà, donc en fait, j'ai pas lu le livre, j'ai lu des extraits. En réalité, sur le fond, il dit que c'est un meurtre. Mais bon, c'est vrai que comme titre, c'était pas mal. Enfin, le suicide français, c'est pas mal. En tout cas, oui, pour revenir sur Tainter, donc il décrit donc des phénomènes de mort sociale naturelle, on pourrait dire. Donc, ce que montre Ewen, c'est qu'il y a aussi du meurtre social, quoi, tout simplement. Donc, le petit 1 de sa entre les membres de la famille était défini par les obligations de la survie physique, hein, tout simplement. Une spécialisation des tâches dans la maison, et en fait qui convenait à tout le monde, quoi, parce que finalement chacun faisait ce pourquoi finalement la nature l'avait le mieux doté, hein. Donc effectivement, les hommes avaient droit aux travaux de force, les femmes qui étaient souvent enceintes donc faisaient plutôt les travaux domestiques, et les enfants aidaient. Voilà, étaient un peu satellisés autour des parents et voilà, ramassaient ou je sais pas quoi, les champignons ou voilà. Et puis ça posait aucun problème, hein. Enfin, voilà, c'est bon. Donc ensuite, petit 2, les conceptions extrémistes et la transformation de l'autorité patriarcale. Donc là où il explique comment effectivement il y a une transformation de l'autorité, enfin on retire l'autorité, du fait que le schéma familial est perturbé par l'entrée dans le monde industriel, et donc par la tertiarisation et tous ces phénomènes aussi.
c'est-à-dire au-delà même du capitalisme industriel, tout ce qui est phénomène de tertiarisation, c'est-à-dire de dématérialisation, etc. Donc l'autorité, enfin la répartition des tâches et des rôles dans la famille ne va plus de soi. Voilà. Alors petit 3, la famille comme champ d'action pour l'entreprise. Déjà, bon, le titre, c'est tout un programme. C'est-à-dire ça rejoint un petit peu ce que disait Christopher Lasch, c'est qu'à partir du moment, dans la culture du narcissisme, il me semble, et c'est ce que dit Owen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le fils gagne plus que le père, puisque les métiers n'ont plus le même sens qu'avant, l'autorité traditionnelle patriarcale n'a plus vraiment de sens. Et il y a ce que disait Christopher Lasch, c'est qu'il y a un néopatriarcat qui vient, c'est en fait le règne des experts et le règne aussi de l'entreprise, une espèce de paternalisme, mais qui vient pas surplomber, mais remplacer directement l'autorité paternelle et s'imposer directement dans la famille, comme référence en fait. Oui. Ce titre, donc la famille est investie littéralement par le monde de la production. Voilà, ouais. Et en fait, bon, on se rend compte que le monde tertiarisé, donc un peu dématérialisé, nomade, flexible, tout ce qu'on veut, en fait, était en germe dans le capitalisme industriel. Parce que après, bon, il y a certaines personnes qui essayent de sauver quand même un peu, je dirais, la réputation du capitalisme industriel, qui, bon, voilà, qui a produit aussi peut-être, je dirais, des résultats positifs. Bon, je suis très sceptique là-dessus. Je pense qu'en fait, le capitalisme industriel, c'est aussi ce que montre Stuart Ewen, souffre pratiquement dès le début d'une crise de surproduction. C'est-à-dire qu'il est trop efficace en quelque sorte. Enfin, la production en série, voilà, enfin, il va falloir écouler tout ça. Donc, comme on n'en a pas besoin, il va falloir créer les besoins. D'où le marketing. Et surtout, il va falloir aussi créer les moyens de payer, d'où l'endettement, le crédit à la consommation. Et donc tout cela fait que le capitalisme industriel n'est viable qu'à la condition de commencer à virtualiser le rapport à la marchandise. C'est-à-dire que si on en reste à ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire la valeur d'usage, on ne consomme pas beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup de monnaie en circulation non plus et il n'y a pas beaucoup de produits en circulation. Donc il va falloir déjà premièrement saboter les produits, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, un sabotage intérieur par le producteur lui-même, puis aussi donc pousser à la conso, c'est-à-dire par le marketing qui crée des désirs qui vont au-delà du besoin, et donc qui met en place donc une économie de la valeur d'échange. Donc une économie virtualisée aussi où donc on va s'endetter pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. On peut comprendre aussi ceux qui à un moment vont dire ouais mais le capitalisme industriel c'était pas forcément ça au début, parce qu'on a tous en tête, alors a fortiori évidemment les vieilles générations, mais on a tous en tête ces produits qui en particulier avant la Seconde Guerre mondiale pouvait durer plusieurs années, ce qui est incroyable pour nous, voire dizaines d'années. Il y a cet exemple, vous le connaissez forcément, vous savez, cette ampoule à filament dans une caserne de pompiers de Boston, si je ne m'abuse, qui a été posée en 1903 et qui éclaire encore. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cette image souvent communément partagée. Il suffit de parler avec nos parents, pour ceux qui ont entre 30 et 40 ans, ce qui est quand même une partie des auditeurs, pour voir qu'en effet, il y a eu une époque, peut-être sans doute une autre image. Mais simplement, c'était une obsolescence qui était plus longue, mais qui de toute façon était programmée, parce qu'en effet, un produit qui durerait trop longtemps serait totalement inutile pour le système capitaliste. Vous vouliez dire, Thibaut ? Oui, c'est qu'en fait, on peut renvoyer les auditeurs à un reportage qui est très bon, qui a été fait sur l'obsolescence programmée par Cosima Danoritzer, qui s'appelle Prêt à jeter. Donc il est disponible sur Internet, sur YouTube, et il retrace justement cette histoire de la fameuse ampoule de Boston, le moment où le cartel des ampoules s'est regroupé pour dire on va peut-être faire baisser le nombre d'heures de l'ampoule, parce que sinon, si tout le monde a des ampoules qui marchent, au bout d'un moment, on ne vendra plus d'ampoules. À partir du moment où ils ont commencé à aussi demander aux ingénieurs que les bas que mettaient les femmes pour qu'ils commencent à filer un petit peu plus vite, et petit à petit pour faire l'obsolescence sur tous les objets, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, elle se rend chez quelqu'un qui a vécu l'époque soviétique et qui dit que son réfrigérateur marche toujours depuis plus de 25 ans et que l'ampoule est encore d'origine. Et Michéa, lui, disait, je crois que c'était dans Orwell l'éducateur, que maintenant, la moyenne des objets, c'était peut-être 7 ans ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'on est tombé encore en dessous, parce que les ordinateurs portables, on en change tous les 2 ans, les téléphones portables, on n'en parle pas. Et voilà. Oui, parce que l'obsolescence, elle peut se faire à la fois sur la qualité du produit, mais aussi, et c'est dans le cas des ordinateurs, hein, par leur compatibilité et à un moment leur adéquation, leur interopérabilité, on pourrait dire. Hein. Après, c'est un vocabulaire qu'on utilise plutôt pour les armées, mais c'est valable aussi pour, par exemple, le matériel informatique. Et dans un monde, en effet, dans une société de plus en plus complexe, si à un moment vous avez du matériel qui n'est plus en interconnexion ou en tout cas avec lequel vous ne pouvez plus travailler en échangeant, à ce moment-là, en effet, l'obsolescence est cuite, quoi, est faite. C'est ce que Serge Latouche appelle le colonialisme du pas de vis. C'est-à-dire qu'on a on a une ancienne pièce, mais quand il faut changer, mince, la pièce n'existe plus. Et on est obligé de racheter directement la machine, ou sinon, quand on casse une machine et qu'on veut la faire réparer, ça coûte aussi cher que d'en racheter une nouvelle. Donc on est forcé forcé plus ou moins de se plier à cette obsolescence programmée. On n'a pas le choix, en fin de compte. Tout à fait. Lucien, pour finir le sommaire. Oui, donc le petit 4, hein, la jeunesse comme idéal industriel. Et donc là aussi, ce qui m'avait fasciné dans ce livre, c'était que pour la première fois, j'entendais parler du jeunisme, par exemple, hein, comme en quelque sorte outil du capitalisme, et non pas comme subversion du capitalisme. C'est-à-dire le jeunisme et aussi le féminisme, puisque un petit peu plus loin, il en parle. Donc, petit 4, la jeunesse comme idéal industriel. Petit 5, le père du patriarche au forçat du travail. Petit 6, la consommation et l'idéal de la femme nouvelle. Et petit 7, consommation et séduction. Et là, effectivement, c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles Stuart Owen n'est pas extrêmement célèbre aux États-Unis, hein, c'est que pour le politiquement correct, qui est un dispositif totalement totalitaire. Hein, donc pour le politiquement correct, la femme est forcément une victime du capitalisme. Et elle ne peut pas être une icône du capitalisme ou elle ne peut pas bénéficier, profiter du capitalisme. Et le féminisme également est censé être une doctrine ou une idéologie subversive. Hein, voilà. Alors que là, en fait, ce qu'il montre, c'est que en réalité, ça a été non seulement utilisé, mais aussi ça fait partie du système complètement. Oui. On peut aussi mentionner que sur les nouvelles figures du féminisme dans les années 60, il y avait notamment Gloria Steinem, qui a reconnu plus tard qu'elle avait été financée à hauteur de quelques millions par la CIA. Et là encore, les sources peuvent se vérifier. Oui, effectivement, oui. Oui, non, mais complètement, oui. C'est-à-dire que c'est pas du tout... ce qu'on nous présente comme étant rebelle, hein, subversif, critique vis-à-vis du système, en réalité, en vient. Voilà, mais bon, c'est l'opposition contrôlée, hein, c'est aussi des techniques assez, assez connues, quoi. Maintenant, aujourd'hui, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait faire illusion. Voilà. Mais voilà, là, c'est là où ce livre est vraiment novateur, c'est que Stuart Owen parlait de tout ça au début des années 70. Hein, donc, il voyait tout ça déjà se mettre en place. C'est vrai qu'en France, alors Baudrillard a aussi pointé du doigt très rapidement l'escroquerie du féminisme, hein, très vite, hein, aussi pareil, entre 70 et 75, hein, je ne sais plus dans quel, je me souviens d'un de ses livres de 72, je crois, ou 73, et même dès La Société de consommation, qui est sortie en 69, il en parle un peu, et puis Debord, en fait, c'est en germe, hein, chez Debord, hein, le spectacle, c'est-à-dire effectivement l'hystérie, les corps dévêtus, tout ça ce sont des outils d'aliénation mentale. Donc en fait, tout ça effectivement, fait que ça correspond pas, hein, au gauchisme, je dirais, gauchisme universitaire, quoi. Voilà. C'est anticapitaliste, mais pour de vrai. On n'est pas dans le faux anticapitalisme, c'est-à-dire du féminisme ou ce genre de choses, quoi. Sachant que, plus que symboliquement, au cours des années 20, les observateurs ont remarqué que
la taille des ourlets des femmes se réduisait et que leurs jupes remontaient de plus en plus avec les années, voilà, pour passer des chevilles jusqu'aux genoux et puis au-dessus des genoux, voilà, au fur et à mesure que les années passaient, pour chaque nouvelle mode saisonnière qui était mise en place par la culture de masse. Le tout présenté comme une libération. Avant d'approfondir de 2 ou 3 aspects du livre, on va faire une pause. Bien, de retour donc, pour cette présentation de la Société de l'Indécence avec Lucien Cerise et Thibaut Philippe. Alors, on peut donc approfondir et envisager 2 ou 3 grands axes du livre, même s'il est foisonnant et on pourrait tout évoquer, mais un des aspects quand même intéressants, c'est vraiment cette importance accordée évidemment à la consommation, à la façon dont on génère la consommation et la façon dont Stuart Ewen l'associe à finalement une idéologie politique. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dans une société qui a tendance à détacher les deux. Hein. En gros, la politique c'est mal, là où l'économie serait d'abord une science. D'abord, il y a des économistes, c'est une science, voilà. C'est pas parce qu'ils racontent quasiment à chaque fois des choses où ils se trompent que c'est pas. Non, c'est les économistes. Donc non seulement c'est bien, mais en plus, on peut avoir des critères. Tout c'est pas la politique. Or lui, Stuart Ewen associe les deux. Avec des concepts, de nouveaux concepts qui sont intéressants. Et donc, par exemple, Lucien le disait tout à l'heure, donc le consommatisme. Thibaut, vous pouvez approfondir ? On peut déjà définir le consommatisme selon Ewen, c'est-à-dire c'est une participation des foules aux idéaux du marché industriel de masse. Et il complète en disant que le but de tous ces industriels et de ces psychologues sociaux cherchant en sciences sociales, c'était de faire adopter une version mercantilisée de la civilisation. C'est-à-dire que la démocratie devenait une démocratie de marché et les deux étaient indistincts. Donc si on était, c'est ce que disait Christopher Lasch, si on était contre le marché, on était en fin de compte contre la démocratie. Et l'américain civilisé devait être, ce que dit Ewen, un individu sériel. Et en effet...
Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une vraie indistinction entre le marketing et puis en fait entre l'économie et la politique, puisque moi je reste là-dessus, le personnage central pour moi c'est Bernays. Et Bernays a dit que la politique devait s'inspirer des techniques de la publicité et du marketing. Voilà. Et à partir de là, tout ce qui est appliqué dans ces méthodes-là est censé créer un nouvel homme. Donc il s'agit de faire avec les nouvelles méthodes qu'on a découvertes, c'est-à-dire le début de la psychanalyse, puisque Bernays était le neveu de Freud, avec les instituts de sondage, avec la psychologie expérimentale naissante, de construire une réalité, ce dont Lucien parle dans Gouverner par le chaos, c'est-à-dire le reality building, c'est-à-dire implanter des images par des mots, par des slogans, par des images physiques dans la tête des gens et créer une réalité. Puisque en fait, il n'y a pas la réalité, ce n'est pas quelque chose qui est intangible. On peut la créer, c'est-à-dire que nous avons une façon de créer notre réalité en fonction de nos facteurs génétiques, puisque génétiquement nous sommes tous différents. Et ce qu'ils appellent en sociologie, ce que Marcel Mauss appelait l'habitus, qui a été repris ensuite par Bourdieu, c'est-à-dire nos expériences de vie et qui conditionnent notre façon de voir les choses. Et l'idée, c'était là de conditionner en amont la vision de la vie des personnes, leur vision de la réalité, mais sans que ces personnes s'en rendent compte. Voilà, pour ensuite les piloter dans le sens souhaité. C'est-à-dire que la consommation de masse, et Ewen rapporte les chiffres de l'industrie, il rapporte qu'entre 1922 et 1929, c'est-à-dire vraiment le moment où toutes ces méthodes ont explosé, ont été appliquées au peuple américain, l'industrie a augmenté ses profits de 286%. Voilà. Et on peut citer aussi une opération, on parlait tout à l'heure de ce qui était présenté comme un progrès. Alors il y a l'opération très très célèbre que beaucoup de monde connaît, c'est l'opération Torche de la Liberté, qu'a mise en avant Bernays. Il a fait venir une dizaine de personnes, en fait une dizaine de femmes. Il a convoqué ses amis des médias, puisque toutes ces personnes contrôlent aussi les médias. Et il les a fait allumer une cigarette en public. Et les femmes ont dit, nous aussi, maintenant, nous avons notre symbole phallique. Et c'était présenté comme une belle émancipation de la femme pour qu'elle puisse, elle aussi, enfin fumer en public, être l'égale des hommes. En fait, c'est l'American Tobacco Company qui avait missionné Bernays pour pouvoir augmenter ses profits. Et ça n'a pas manqué, les profits ont doublé ou triplé en quelques années. Alors, cette fabrication de la réalité, c'est vrai qu'elle me fait penser à un autre auteur qui nous est contemporain, parce qu'il est encore vivant, c'est Chomsky. Finalement, on rejoint cette fabrication par les médias d'une réalité qui devient en fait la réalité auquel adhère la société, parce que de toute façon c'est celle qui lui est présentée, c'est celle qui lui est fabriquée, et du coup il y a adhésion, parce que en fait les phénomènes d'immunité en quelque sorte, d'autodéfense finalement sont peu à peu détruits par justement des choses sur lesquelles on pourra revenir, qui sont toute la notion de plaisir, etc. Alors c'est vrai que les femmes ont été particulièrement une cible dans ce domaine, parce que finalement c'était un pan, la moitié quasiment de la société qui était soit exclue de la consommation, soit en tout cas écartée. Et c'est vrai que c'est sans doute là-dessus que les femmes le système s'est avéré le plus efficace, arriver à travestir en fait cette intégration des femmes dans le système consommateur comme une libération et comme un progrès, alors que c'était évidemment une question de profit. Vous, Lucien, il y avait un autre aspect sur lequel vous aviez envie de revenir, mais qui touche un petit peu à ce que je viens de dire, c'est l'aspect érotisation. Oui, c'est-à-dire que l'érotisation de la société permet de faire disparaître l'atelier. C'est-à-dire que dans cette perspective de création de réalité, de constructivisme, de reality building, si on voit comment la réalité a été construite, on ne la prend plus pour la réalité unique, et donc en fait le stratagème échoue. Il faut absolument que la construction, elle, soit dissimulée. C'est comme si vous allez à Disneyland et que vous voyez effectivement le personnel qui transpire comme des bœufs. Voilà, bon, ça casse le charme, et puis voilà, on redescend sur Terre, quoi. Bon. Comment ça, les souris ne sont pas des souris? Non, malheureusement, non. Je suis désolé pour vous. Je vous apprends ce soir, là. J'espère que bon. Mais, et puis ils transpirent beaucoup sous leur costume. Voilà. Donc si ça se voit, ça ne marche plus. Les grosses opérations de technologie politique, les révolutions colorées, etc., comme en Ukraine par exemple, si on voit qui est à l'origine de tout ça, ça ne prend plus et les gens n'y croient pas.
Donc, c'est pour ça que la notion qu'il est important de parler du piratage, en fait, puisque le piratage, la notion de piratage, entre autres piratage cognitif, là en l'occurrence, c'est ce qui fait que c'est l'opération par laquelle je vais produire des effets en vous de manière subliminale, c'est-à-dire que vous ne vous rendrez pas compte que c'est moi qui produis ces effets en vous. Et pour ça, pour ce faire, il faut donc abaisser la vigilance. Ça, c'est donc produire un effet de décognition, comme dirait Paolo Cioni et Marco Della Luna dans Neuroesclave. Et pour donc abaisser la vigilance, abaisser le pare-feu, abaisser l'antivirus en quelque sorte, rien de tel que de plonger le cerveau dans une ambiance hédoniste, une ambiance de plaisir. D'où l'érotisation de la société, qui permet de mettre sur pied une authentique dictature, mais qui est insensible, puisqu'elle est fondée sur l'excitation des zones érogènes, par exemple, du cerveau, et non pas sur la répression de ces mêmes zones. C'est la grosse différence entre le totalitarisme du capital et les totalitarismes, je dirais, à l'ancienne, qui, eux, répriment au lieu de désinhiber, qui inhibent au lieu de désinhiber. Ça, c'est le coup de génie, effectivement, en fait, des Américains au XXe siècle, quoi. En fait, c'est d'avoir fondé une authentique dictature qui produit autant de morts que les autres, dans son propre pays, avec toutes les pathologies mentales et sociales qui émergent. Et puis, évidemment, comme ce système ne peut pas tenir tout seul, il faut impérativement coloniser, donc tuer des gens dans d'autres pays. Et voilà. Mais tout ça avec des grands sourires, évidemment, et puis au nom d'un modèle de société par exemple, que Michel Clouscar a appelé le libéralisme libertaire, et qui est en fait la pire tyrannie qu'on ait connue dans toute l'histoire de l'humanité. Ce libéralisme libertaire est donc un dispositif de contrôle de masse, et qui s'appuie donc, comme le montrait Owen déjà en 1976, sur donc le jeunisme et le féminisme. Ce que Tikkun, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard à peu près, a en quelque sorte fusionné dans l'expression de jeune fille, avec un trait d'union. C'est un personnage conceptuel, un peu comme il y avait Zarathustra chez Nietzsche. Voilà. Donc là, on a la jeune fille qui symbolise sur une seule figure l'Occident. L'Occident consumériste, voilà. En réalité, Tikkun est enfoncé maintenant, dépassé, quoi, puisque maintenant on est passé au transsexuel. C'est plus la jeune fille, c'est la chose, c'est le Conchita Wurst. Voilà, aujourd'hui on a le choix entre Conchita Wurst et Vladimir Poutine, quoi, en gros. Non, mais c'est ça, la ligne de front, elle est là, en fait. Et voilà. Bon, je sais pour qui je vote. Vous n'aimez pas les femmes à barbe, Lucien? Non, je veux pas spécialement. Normalement, elles sont dans des zoos, quoi, en fait. C'est freaks, quoi. Voilà, donc nous en sommes là. Donc nous sommes même au-delà, donc de la jeune fille, au-delà même de l'aliénation consumériste conventionnelle, traditionnelle, telle qu'on l'a connue depuis un siècle à peu près. Là, on est passé effectivement, en fait, à la déconstruction même de l'espèce. Oui, ça porte un nom. J'en entendais encore parler ce matin à la radio. C'est le transhumanisme. Je pense que les auditeurs et auditrices auront eu du mal à y échapper, parce que c'est promu par un certain nombre de grandes boîtes. Donc j'entendais ce matin, en l'occurrence, c'est Google. C'est un ingénieur de Google qui, ayant échappé à un cancer grâce à un accident de vélo, si je ne m'abuse, puisque étant tombé, s'étant fait une fracture, on lui a fait un scanner, on s'est aperçu qu'il avait une toute petite tumeur au rein, qui du coup lui a été immédiatement enlevé, ce qui lui a évité un plus gros souci. Cet ingénieur s'est mis en tête d'essayer de trouver des moyens d'apprivoiser la mort,
C'est le terme utilisé par cet ingénieur américain et du coup par le projet. Il y a un département chez Google qui s'appelle Google X qui en fait travaille sur ce genre de choses. Bon. Et donc il s'est mis en tête d'essayer de fabriquer des petites capsules à base de nanoparticules. Vous savez, ces nanoparticules qu'on trouve déjà dans plein de choses qui ne servent strictement à rien, ces nanoparticules d'argent, par exemple, qu'on trouve dans les chaussettes, ces nanoparticules d'autres choses qu'on va trouver dans les crèmes solaires qui permettent en même temps de se sentir au frais, enfin, tout ce que le système est capable de produire comme horreur. Et donc, il entend essayer sur 5, 10, voire 15 ans, mais a priori, le délai était plutôt 5 ou 10 ans, produire des petites capsules, une sorte de petites dragées composées donc à base de nanoparticules qui allaient détecter ce genre de choses, donc une petite tumeur à tel endroit. Bon. Et là, en effet, on est clairement au-delà. On sort en fait de ce qui faisait les critères habituels de l'espèce humaine. Alors déjà, si je puis me permettre, se méfier, parce que ça, c'est une méthode d'ingénierie sociale, ce qu'on appelle le storytelling. C'est plutôt que vous vendre un produit de manière informelle, avec aucune histoire, on va jouer sur un mécanisme qui s'appelle les neurones miroirs, qui ont été découverts par Isolati notamment. C'est-à-dire, en fait, vous allez vous sentir comme si vous vivez la même situation que la personne que vous allez voir à travers l'écran. On va vous raconter une belle histoire larmoyante pour que vous vous sentiez concerné, pour que vous vous disiez mais mince, et si c'était moi? Donc ça se trouve, son histoire est complètement pipeau. Il y a des chances d'ailleurs, parce que bon, c'est pas la première fois que ça. Hein. Et ensuite, ensuite, on vous dit et c'est pour ça que cette personne va créer ceci ou cela. Maintenant, je veux bien ces nanoparticules, mais encore une fois, on peut se poser une question, c'est qui va y avoir accès? Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça va être pour tout le monde? Est-ce que ça va être gratuit, abordable pour tout le monde? Ou est-ce que ça va être réservé à des personnes qui auront les moyens de se payer ça pour se soigner du cancer? Voilà. Oui, et bon, sans prendre en compte en plus l'aspect économique de la chose, puisque ça veut dire en fait une consommation des métaux qui ne pourront jamais être récupérés par ailleurs. Les nanoparticules d'argent dispersées dans les chaussettes pour éviter que ça sente mauvais, ça représente quand même plusieurs dizaines de tonnes. Il y a ça, et il y a aussi, pour revenir sur le transhumanisme en lui-même, c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 60. Il y a un bouquin que tu m'avais passé qui s'appelle Chaos et cyberculture, qui a été écrit par Timothy Leary, où déjà ce type qui avait été complètement défoncé au LSD dans les programmes MK-Ultra de la CIA et de l'Institut Tavistock, prévoyait le passage à un nouveau type d'humanité et au nombre de bits que les nouveaux humains devraient avoir besoin de consommer par jour, et une espèce d'interférence entre vraiment l'informatique, tu me dis si je me trompe Lucien, entre l'informatique et puis l'humain. Et ça peut se voir aussi dans un autre reportage qui peut se trouver sur internet qui s'appelle DasNet, Voyage en cybernétique, de Zambek, qui explique vraiment tout ça, tout ce milieu de la contre-culture et toutes les conférences Messi des années 50 qui ont abouti à la cybernétique et petit à petit à la mise en avant c'était des prodromes de tout ce qui constitue le transhumanisme. Alors, ce qui est quand même très fort, c'est que le système donne en même temps l'impression de générer malgré tout des défenses. Que Lucien me disait, il y a un abaissement des défenses. Je pense par exemple à tout ce qui est mis souvent en valeur aux États-Unis, qui est les actions de consommateurs, ce qu'on appelle les class actions. Donc le fait que les consommateurs finalement auraient les capacités à se défendre. C'est quoi ça? C'est du pare-feu justement, ou c'est du décor, ou globalement où ça peut avoir une réalité, parce qu'à un moment il y a quand même aux États-Unis, peut-être plus que chez nous, en même temps, les consommateurs pèsent un poids. Ils peuvent jouer sur leur rôle de consommateur. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que Stuart Ewen, à l'époque, prend en compte, ou c'est quelque chose qui lui semble rentrer totalement justement dans le jeu du spectacle? À proprement parler, il n'en parle pas trop. Enfin, il parle un petit peu des mouvements sociaux, etc., mais du syndicalisme ou ce genre de choses. Mais là, les class sections, il n'en parle pas parce que je crois que ça n'existait pas à l'époque, en fait. Évidemment, les gens souffrent de ce système donc de consommation et de spectacle, et donc se rebellent. Ils s'organisent entre eux et ils essayent effectivement de se défendre. Parce que là, les nanoparticules, pour soigner le cancer, faut savoir que les nanoparticules sont en elles-mêmes cancérigènes. C'est comme une chimiothérapie ou une radiothérapie, ça va effectivement vous soigner votre cancer, mais c'est en soi cancérigène aussi.
Bon, donc maintenant, bon, donc là, concernant en fait tout ce qui, enfin toutes les réactions à tout cela, bon, en fait, la question, alors oui, enfin. C'est-à-dire que le capital doit satisfaire le consommateur. Donc on peut dire oui, bon, mais là, il y a effectivement une autorité de contrôle. C'est-à-dire que le capital doit de toute façon s'adapter au consommateur et donc il n'est pas tout puissant. Donc il y a un contre-pouvoir structurel. Ça, c'est vrai en période de croissance. Mais à partir du moment où le capital n'a plus besoin des consommateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, bon, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut, comment dire, s'inscrire à 60 millions de consommateurs, etc. Enfin, faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, ça servira à rien. Il n'y en a plus besoin, en fait. Parce que, en fait, le pouvoir a besoin de la population et donc a besoin de nous soigner. On est du bétail, donc il a besoin de quand même nous nourrir et puis nous prendre soin de nous un minimum, aussi longtemps qu'il a besoin de nous pour produire. Mais bon, avec la mécanisation, enfin la robotisation du travail, en fait, on remplace un humain, on remplace 10 humains par un robot, par exemple. Donc là, et puis donc en fait, le robot, lui, sera supervisé par un ingénieur qu'il est possible d'acheter. Voilà. Donc ça permet quand même en fait d'avoir beaucoup moins de monde, beaucoup moins de bétail à gérer. On remplace des prolétaires par des ingénieurs. On va remplacer par exemple 100 prolétaires par 10 machines et ces 10 machines gérées par un ingénieur. Voilà, donc on passe de 100 à 1. Voilà. C'est la pente suivie en fait par le capital aujourd'hui. C'est aussi le thème du livre de Marco Della Luna en fait, c'est-à-dire oligarchie pour un peuple superflu. Je traduis le titre il n'est pas encore traduit, normalement on le traduit en fait, oui. Donc on en est là aujourd'hui. En un sens, effectivement, bon, on est passé à la deuxième étape du capitalisme, en fait, à l'étape de réduction démographique et de remplacement. Alors c'est le grand remplacement, mais c'est le grand remplacement des humains par les machines. Là, bon, récemment, là, il y a une étude qui est sortie qui a montré que la robotisation allait détruire 3 millions d'emplois d'ici 2025. Alors, c'est sorti dans les grands médias. Donc, bon, il y a aussi des avocats qui travaillent sur le droit des robots, par exemple, pour justement que, en cas je dirais, de turbulence autour de ces questions-là, on ne puisse pas détruire les machines, puisqu'elles auront un statut juridique équivalent à celui d'une personne. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est du sérieux. Et donc, détruire une machine sera équivalent à tuer quelqu'un. Ce sera un meurtre. Ce ne sera pas une dégradation du bien d'autrui, quoi. Bon, tout ça est en cours. Voilà. Donc, on reconnaît bien là, pour le coup, le système anglo-saxon, le modèle de société anglo-saxon qui juridise quasiment tous les domaines possibles et imaginables, parce que par ailleurs, de toute façon, ça rapporte aussi de l'argent. Oui, bien sûr, oui. Et puis, parce que effectivement, si vous n'avez pas les moyens de vous défendre, voilà, vous êtes écrasé, tout simplement. Là, moi, je connais quelqu'un qui a eu des problèmes de voisinage, qui a dû payer 1 400 € pour que son avocate ou son avocat envoie quelques documents par fax. Et puis, voilà, donc et sans cela, bon, c'était l'avocat commis d'office, en général, qui traite le dossier par-dessus la jambe, et avec tous les risques que ça suppose. Donc, voilà, donc le droit, effectivement, ça aussi, ça repose sur l'argent. Sur votre capital. Si vous avez les moyens de vous défendre, voilà, vous pourrez vous en sortir. Mais justement, pour le capitalisme, il faut que tout soit subordonné aux moyens, c'est-à-dire à votre compte en banque. Et donc là, il y a une espèce d'écrémage qui se fait, ensuite une sélection par le compte en banque qui se fait, et donc périssent les plus pauvres. Voilà. C'est des banalités tout ce que je dis là, mais en fait il faut toujours les rappeler, quoi. Donc ce qui est quand même assez étonnant, là vous parliez du rapport, donc par exemple sur la robotisation. On peut penser aussi à un rapport édité par la NASA il n'y a pas très très longtemps, qui justement travaille sur l'effondrement des sociétés complexes, et en l'occurrence de la nôtre,
et qui dit qu'en fait, notre société pourrait en effet s'effondrer très rapidement. La NASA, agence officielle américaine, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut être étonné alors c'est une expression qui est très à la mode, hein, les lanceurs d'alerte, bon. Mais globalement, le système a quand même une capacité d'encaissement et finalement d'étouffement de ce genre, en effet, de rapport, tout, qui est à chaque fois très surprenant. Et pour le coup, oui, qui fait à la limite presque partie du spectacle, en fait. On va y avoir ces signaux lumineux qui vont s'allumer, mais ils clignotent dans le vide, quoi. Et ça... Oui, mais on peut aussi peut-être envisager un stratagème là-dedans. C'est un peu comme les mensonges du GIEC, hein, vous savez, là, sur le réchauffement climatique, qui est, bon, enfin, c'est quand même très très douteux. Moi, je pense effectivement qu'il y a il y a eu dans l'histoire de l'humanité de l'effondrement naturel des sociétés. Aujourd'hui, on n'est pas dans un effondrement naturel du tout, hein. C'est un effondrement contrôlé. Donc ce rapport de la NASA, à mon avis, consiste à fabriquer le consentement à l'effondrement contrôlé. Mais justement, pour fabriquer le consentement à l'effondrement contrôlé, il faut retirer de la perception qu'il est contrôlé. Et donc, on met en avant un effondrement naturel causé par je ne sais quoi, enfin les changements climatiques, etc., etc. À chaque fois, il faut naturaliser un processus construit. Ça, c'est la base de l'ingénierie sociale. Il faut donner l'illusion que ça se passe tout seul, que c'est spontané, que c'est je sais pas quoi, soit une révolution spontanée, soit un effondrement spontané, une mort naturelle de la société, mais la main de l'homme enfin, je veux dire, en fait, les acteurs en coulisses, en quelque sorte, enfin, les vrais acteurs, les vrais producteurs de l'événement doivent disparaître, faire disparaître l'atelier. Faire disparaître, et donc les gens qui sont dans l'atelier, évidemment. Donc je pense que là, ce rapport de la NASA, pour moi, s'inscrit plutôt dans en fait, c'est fausses nouvelles. Enfin, c'est de la désinformation, en fait. Enfin, c'est un mi-chemin entre la désinformation et puis le constat. De fait, oui, il y a des problèmes à caractère environnementaux, etc. Enfin bon... Mais bon, voilà, je veux dire, on sait bien que bon, il y a eu le Climate Gate là avec les informaticiens qui ont révélé qu'effectivement il y avait plein de discussions au GIEC pour savoir comment trafiquer les chiffres, etc., etc. Il faut savoir que le GIEC est pas du tout indépendant, en fait. Alors bon, c'est censé être international, mais bon, c'est entièrement sponsorisé par les Américains, quoi, enfin par les Occidentaux. Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'une étude indépendante chinoise, russe, iranienne aurait à dire sur ces phénomènes-là. Évidemment, il constaterait des phénomènes convergents. Parce que de fait, oui, on constate, et là c'est visible à vue d'œil, enfin, je veux dire, dans le cadre d'une génération humaine, il y a effectivement un réchauffement. Après, quelle est la cause ? Alors ensuite, bon, on sait aussi qu'il y a un réchauffement causé par le CO2. On le sent en ville. Je veux dire, dans Paris, il fait toujours plus chaud qu'à la campagne. Donc, bon, ça, oui, il y a du réchauffement climatique. Maintenant, est-ce qu'il est étendu à toute la planète ? Parce que c'est ça ce que dit le GIEC, quoi. Sur la base de quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut constater soi-même en sortant de Paris, en allant à la campagne, bon, est-ce qu'il n'y a pas en fait une absorption je dirais de la pollution ? Quand je dis une absorption, enfin, c'est pas une absorption, mais comment dire ça, en fait, un phénomène d'éponge. Parce qu'il y a le CO2 aussi s'éponge, et pas que... Oui. Thibaut ? Oui, si je vais me permettre aussi, pour envoyer sur la naissance de tous ces débats écologiques, on peut envoyer aussi aux 3 articles qu'avait écrit Thierry Messant sur le réseau Voltaire, sur les différentes phases de l'écologie depuis les années 60, où il expliquait bien que c'était né avec la complicité de Kissinger et compagnie, en parallèle de la guerre du Vietnam, pour en fait désamorcer la critique sociale qu'il y avait contre la guerre du Vietnam, et dériver vers d'autres types de luttes en disant qu'il était très important de sauvegarder la planète. Donc je ne me rappelle plus tous les événements qu'ils avaient organisés, mais c'était aussi avec tous les pontes de l'ingénierie sociale de l'époque, tous les officiels américains, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait naître les débats sur l'écologie. Et on peut mentionner, en parallèle de ce que tu disais, on parle de la décroissance, il me semble qu'un des principaux théoriciens de la décroissance est quelqu'un qui s'appelle Kenneth Boulding, qui fait partie des plus grands ingénieurs sociaux, qui était proche de la CIA, de Tavistock, et des officiels américains de l'époque. Voilà.
peut mentionner le rapport Meadows, le club de Rome aussi, bon, qui est extrêmement douteux. Enfin, je veux dire, même déjà à l'époque, moi j'ai discuté une fois avec un vieux 68ard et qui avait vu la sortie du rapport Meadows en 72 et qui m'a dit oui, mais déjà à l'époque, il y avait des accusations en fait de désinformation à des fins en quelque sorte de contrôle social, de réduction démographique, etc., des populations quoi. Déjà à l'époque bon. Mais bon après oui évidemment faut pas non plus moi je suis pas industrialiste et les conditions de vie dans les grandes villes sont infernales. Voilà, on n'est pas fait pour ça, c'est évident. Paris est surpeuplé, il n'y a pas que Paris, mais bon, je veux dire, voilà, quoi, c'est inhumain, quoi. On n'est pas fait pour vivre dans la pollution, c'est évident, c'est pathogène, tout ce qu'on veut. Oui, puis encore, on est dans des villes, dans le monde occidental, au sens large, on est dans des villes qui, de fait, c'est vrai, ne sont plus aussi peut-être invivables, justement, sur le plan de la pollution qu'elles ne l'étaient il y a encore 30 ou 40 ans. C'est vrai qu'il y a eu une évolution de ce point de vue-là. Pour se rendre compte de ce qu'est une ville invivable, je pense qu'actuellement, il faut aller en Asie ou dans certaines mégapoles africaines pour se rendre compte de l'enfer que ça peut être sur Terre. Mais effectivement, enfin, la pollution lourde, la pollution à l'essence, etc., effectivement, est plus faible aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Bon, en revanche, la densité démographique, là, atteint des proportions en région parisienne. Enfin, je veux dire, ça va exploser. On ne peut plus rentrer dans le métro pratiquement. Donc, il y a ça. Et puis, bon, le nombre de malades, de fous, quoi, en fait. Là, tout à l'heure, là, dans le métro, qu'est-ce que j'ai vu sous mes yeux? Une espèce de créature, de sexe féminin, manifestement, qui urinait par terre, dans le métro. Voilà, bon, donc après, bon, j'avais autre chose à faire, je me suis pas appesanti, je suis pas resté, voilà, mais j'ai entendu quelqu'un qui l'engueulait derrière moi, ensuite, avec les échos, l'écho dans le couloir, quoi. Mais genre, on en est là, je veux dire, et puis c'est que le début, la tiers-mondisation, là, pour l'instant, on en est qu'au début. Donc, c'est il y a quand même en fait d'un côté effectivement il y a moins de pollution conventionnelle. Par ailleurs sur un autre plan il y en a plus. Voilà, donc au total je veux dire l'un dans l'autre c'est ça, à mon avis ça empire quand même peut-être. Pour revenir sur Stuart Heaven, est-ce qu'il a eu conscience votre avis, Lucien, est-ce qu'il a eu conscience de passer du côté sombre de la force, entre guillemets? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que par exemple, ces critiques sur l'évolution, sur la façon dont la famille est attaquée par le système consommateur, fait que de fait, il était hors champ, et surtout maintenant, avec les années qui ont passé, il s'excluait de lui-même du camp progressiste et du camp de la gauche, tel que peut la définir Michéa, pour rentrer dans quelque chose qui n'est plus la gauche. Et en même temps, Ewen ne se définit pas non plus comme un socialiste. Parce que c'est quand même un Américain. Oui, bien sûr, oui. Oui, et puis bon, c'est vrai que son domaine d'études, a priori est apolitique, je veux dire, c'est empiriste, c'est factuel, quoi. Voilà, on étudie, je veux dire, ce que dit telle personne à tel moment, voilà, c'est sourcé, c'est juste des faits, quoi. Ensuite, bon, il parle un petit peu de l'environnement politique, idéologique de son temps. Voilà, oui, donc la gauche libertaire, la deuxième gauche. Mais en fait, alors il n'en a pas trop souffert à l'époque. Parce que apparemment, il y a eu quand même, il y avait une certaine ébullition sur les campus qui ça a rendu possible de laisser passer beaucoup de choses aussi. C'est vraiment, le politiquement correct qui a serré la vis, c'est vraiment à partir des années 80. Et je pense que c'est pas par hasard que son livre n'a pas été réédité en France, par exemple. Le politiquement correct en France est arrivé à la fin des années 80, mais voilà, pour un bouquin comme ça, une seule édition, c'est pas normal.
Et oui, je voulais aussi en outre rajouter quelque chose concernant, zut, mais ça vient de me sortir de la tête. Oui, alors à un moment, en fait, il mentionne que on l'a accusé de théorie du complot. Voilà, bon, ça c'est dans la deuxième préface, la préface à la réédition. Donc voilà, je veux dire, effectivement, il a été repéré par le politiquement correct. Donc, voilà quoi, stigmatisé avec l'accusation classique d'imaginer je sais pas quoi, alors que bon, enfin vraiment, quand on lit son texte. Je veux dire, c'est juste une description du présent, voilà, et puis il ajoute que effectivement ça s'est pas fait tout seul. Voilà. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y avait des gens et avec un programme, un plan. Voilà. Mais ça, déjà, pour certaines personnes, c'est déjà trop de dire ça. D'où, là, effectivement, l'accusation de complotiste qu'il a essuyé. Bon, apparemment, une fois, je crois, c'est tout. Bon, voilà, parce que, bon, par ailleurs, au bout d'un moment, ça devient ridicule, l'accusation de complot. Il explique aussi dans sa nouvelle préface que son bouquin était critiqué comme étant, je me rappelle plus tous les termes, mais ridiculement nul ou avec tout un tas de superlatifs, mais sans vraiment d'arguments non plus. En fin de compte, c'était juste limite de la diabolisation ou un moyen de le mettre à l'écart et puis de jouer sur la suggestibilité des gens en disant tiens, on qualifie tel livre de telle formule et puis ça suffit. Comme on qualifie un tel propos d'extrême droite, on va dire, pour le disqualifier. Ensuite, les gens ne cherchent pas forcément à savoir plus, voilà, pour pas que cet opprobre leur rejaillisse dessus. Voilà. De toute façon, il y a deux moyens qui sont la théorie du complot et la reductio ad iterum. C'est vrai que c'est très facile d'évacuer une épine comme ça. C'est vrai que ces personnes qui peuvent accuser Stuart Owen de théorie du complot, c'est les mêmes qui peuvent croire qu'on leur met de la musique dans les supermarchés. Juste pour leur rendre les choses agréables, quoi, sans penser qu'il y a derrière toute une démarche psychologique. Thibaut ? Alors là, je me permets de renvoyer à une bonne revue, un numéro d'une bonne revue qui est sortie, une revue qui s'appelle Cerveau et Psycho. Et donc c'est le numéro 65 de septembre-octobre 2014, donc il est sûrement encore disponible. C'est Neuromarketing, le cerveau peut-il résister à des publicités, où il y a un énorme dossier sur le neuromarketing, donc qui explique que maintenant on sert de la résonance magnétique fonctionnelle pour voir quelle zone du cerveau s'active, quel centre du plaisir s'active, à quel moment. Et je renvoie aussi à Neuroesclave qui explique bien les divers procédés qui sont employés à ce niveau-là. Ils expliquent justement qu'il y a des sons en particulier qui influent sur le psychisme des gens, qu'il y a des musiques particulières qui sont utilisées. Là, je suis au dossier les sons qui font vendre. Les études montrent qu'une ambiance sonore ou une musique agréable augmente les recettes réalisées sur un point de vente, alors que les silences les fait chuter. Les musiques plaisantes réduisent la concentration des hormones du stress dans le sang et nous mettent en confiance. Certains sons sont associés à une absence de danger. Mais enfin, les experts en marketing sonore répertorient les associations involontaires que nous faisons entre certaines sonorités et les qualités d'une marque afin d'en forger l'image. Et Marco De Leone et Paoluccioni expliquaient dans Neuroesclave que, par exemple, dans un bar, les patrons vendent beaucoup plus de boissons quand la musique qui passe est d'un mid-tempo ou alors d'un tempo assez lent plutôt qu'une musique rapide. Voilà, mais on ne se rend même pas compte, c'est le fonctionnement que ça fait sur le cerveau. Voilà. Oui, Neuroesclave qui a été également édité par le Retour aux sources, si je m'abuse, non ? En fait, c'est chez Macro Édition. Alors, on a organisé une conférence avec Lucien et Paoluccioni, puisque les thèmes abordés entre Gouverné par le chaos et Neuroesclave sont très proches, sauf que Neuroesclave aborde son angle cognitif. C'est-à-dire Lucien apporte tout un ensemble de connaissances, de concepts, et Neuroesclave les complète en les abordant par l'explication du fonctionnement du cerveau. Voilà, donc il y en a certains qui peuvent dire mais non, ce qu'écrit Lucien, c'est gentil, c'est source, mais rien ne prouve que. Mais Paoluccioni et Marco De Leone montrent bien que le cerveau fonctionne comme ça, qu'ils prennent un tas d'études qui montrent le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement inconscient du cerveau, c'est-à-dire 98% de l'activité du cerveau est inconsciente, et on perçoit seulement un demi-milliard de données qu'on reçoit chaque seconde.
Donc voilà, tout est vraiment très bien expliqué. Et vraiment, je renvoie à ce dossier sur le neuromarketing. Justement, dans le même numéro, il y a un dossier, c'est quels sont les ressorts des théories du complot. Vous aurez droit aux explications universitaires de base, en fait. Pour un truc un peu plus sérieux, je renverrai plutôt à un livre qui s'appelle Sabordage, qu'a écrit Christian Arbulot, en fait, qui est le directeur de l'école de guerre économique, et qui va peut-être justement faire le lien entre tout ce qui se passe au niveau des informations politiques et des informations au niveau justement au niveau neuromarketing. Oui, Christian Arbulot, d'ailleurs qui fait partie un petit peu, il me fait penser à l'itinéraire, alors pas l'itinéraire de Stewart Ewen, mais un petit peu. Christian Arbulot vient lui aussi de l'extrême gauche et c'est quelqu'un qui s'est déplacé au fil des ans en prenant conscience d'un certain nombre de choses. Lucien, vous vouliez dire ? Oui, non, c'était en fait une citation là, donc tirée du livre de la Société de la Naissance. Donc je cite: La culture de masse et le procès du développement industriel lui-même ont trop souvent été perçus comme des phénomènes à génération spontanée. On en parle comme s'il s'agissait d'une horloge sans ressort. Les énergies socialement investies dans ce processus sont passées sous silence. Voilà, donc et en fait, l'objet du livre, c'est donc de décrire ces énergies passées sous silence, et qui effectivement mettent en scène, font advenir tout un système social complet, et qui, pour se solidifier et en fait obtenir notre consentement, doit impérativement passer sous silence tout le labeur aussi qui en est à l'origine, tout le travail. Voilà. Et donc oui, et pour rebondir sur aussi Christian Arbulot qui était maoïste, je crois bien. Oui, mais voilà, on peut aussi être effectivement d'extrême gauche pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, et donc oui, aussi pour de bonnes raisons. Oui. Mais bon, là, manifestement, effectivement, au fil des ans, les gens bougent. Et donc c'est intéressant les parcours comme ça. Très bien. Nous allons faire une deuxième pause avant de voir éventuellement d'autres aspects par rapport au livre. I'm
Bien, de retour pour une troisième partie de cette émission donc consacrée à la société de l'indécence, mais on va bien au-delà. Et d'ailleurs, on va bien aller au-delà, puisque ce livre date comme tu le rappelais, Lucien, il n'y a pas très longtemps, donc il datait des années 70. Et depuis, le système, lui, continue d'avancer, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de mondialisation, de mondialisme. Et effectivement, donc c'est alors qu'à l'époque, effectivement, où Stuart Ewen a écrit son ouvrage, on n'en parlait pas encore vraiment. Hein. C'est-à-dire que le modèle de la société de consommation était valide dans une certaine zone du monde, dans certaines régions du monde, mais n'était pas encore étendu à toute la planète. Or, effectivement, c'est un modèle de société qui sans limite. Hein, donc il ne tolère aucune limite par nature. Il renverse toutes les limites et donc c'est fondamentalement un programme d'hégémonie mondiale qui veut s'étendre à toute la planète. Donc nous en sommes là aujourd'hui, en fait, à cette espèce de mondialisation et d'abolition des frontières et donc de guerre aussi, parce que en fait, la guerre ne vient pas de l'existence des frontières, elle vient de leur renversement, elle vient de leur franchissement. Donc, la société de l'indécence, c'est aussi la société de la guerre de tous contre tous, et notamment au niveau économique. Et là, Thibaut a pas mal de choses à nous dire. Enfin, pour donner quelques exemples de la réalité de la guerre économique, j'en prendrai 3. Avec plusieurs personnes, dont Monsieur Bob et Tonton Griffaton, on avait travaillé on a fait des recherches sur Transparency International, la soi-disant ONG qui lutte contre la corruption dans le monde et pour la transparence. Et en fait, on s'aperçoit que les membres de cette ONG, pour le chapitre français, un tiers de ces membres en France fait partie des membres du comité exécutif, font partie du Club Le Siècle. Donc quand on se penche un peu sur le livre Au cœur du pouvoir et les travaux d'Emmanuel Ratier sur le Club Le Siècle, ça met déjà la puce à l'oreille. Et quand ensuite on s'intéresse aux personnes qui font partie du board international, on voit qu'il y a un ministre, il y a un Costa-Ricain qui avait été élu président notamment grâce au trafic de drogue. Et on voit qu'il y a des membres, notamment James Wolfson qui fait partie de la Banque mondiale, que c'est une émanation de la Banque mondiale, un tas de monde qui fait partie du groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, du CFR, et puis de la Rand Corporation, du complexe militaro-industriel. Et là, on se dit, c'est bizarre que ces gens veuillent vraiment lutter pour la transparence et pour le bien de la population. Et en fait, on s'aperçoit en cherchant que c'est juste un outil de ce qu'on a appelé ce que Joseph Nye a théorisé par le terme de soft power, c'est-à-dire l'influence. Donc rapidement, c'est qu'on ne va pas aller dans un pays et lui taper dans la tête. Aujourd'hui, on prétend défendre la démocratie. Enfin bon, si, on voit ça que se fait. Mais si on veut ouvrir de nouveaux marchés, on va essayer d'y aller par l'influence. Et de manière un peu plus subtile, l'idée avec Transparency International, c'est de dire, il y a des pays qui sont pas très nets sur la corruption. Donc on met en place un indice de perception de la corruption qui a une méthodologie très douteuse. Et pour dire comment on perçoit la corruption dans tel pays. Ensuite, on voit que les organismes qui sont censés d'analyser cette corruption, on y trouve par exemple la Fondation Bertelsmann, dont je renvoie au livre de Pierre Hillard, la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, mais bon, tout est dans le titre. Et en fait, l'idée, c'est d'imposer les normes anglo-saxonnes de marché dans les pays, notamment des pays du tiers-monde, par des actions de lobbying et par des actions soi-disant de défense de la transparence, avec notamment la défense de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Voilà. Et, c'est une technique qu'on peut rapprocher par exemple
de celle qui est utilisée avec l'aide alimentaire, puisque l'aide alimentaire américaine est très largement basée sur des produits transgéniques. Et à un moment, soit le pays accepte ces produits, ça a été le cas en particulier pour un certain nombre de pays africains, soit il accepte ces produits, et dans ce cas-là, il reçoit une aide alimentaire, soit il le refuse, et dans ce cas-là, il ne reçoit pas l'aide alimentaire. Et donc là aussi, c'est en effet de véritables chevaux de Troie pour pouvoir faire rentrer en effet un certain nombre de procédés. Alors sur l'aide alimentaire, l'aide humanitaire, je vais prendre un exemple qui est directement tiré du livre de Christian Arbelot que j'ai mentionné, qui s'appelle Sabordage, auquel je renvoie vraiment tous les auditeurs. Et c'est l'affaire sur Amésis en Libye. J'en parle puisque alors cette affaire Amésis, c'était une société qui vendait du matériel de surveillance à Kadhafi, une boîte française, il y a quelques années. Et bizarrement, un jour, il y a eu un reportage du Wall Street Journal et de la BBC, dont l'objectivité n'est évidemment plus approuvée, et qui montrait que cette boîte française permettait à Kadhafi de surveiller ses opposants et de les traquer. Voilà. Et en fait, quand on regarde d'où viennent les accusations, il y a les deux sources que j'ai mentionnées déjà, et en France, il y a les personnes qui ont attaqué cette boîte. Il y avait William Sherpa, William Bourdon de Sherpa, et le Sherpa est financé en partie par George Soros. Et George Soros qui est aussi un financier de Human Rights Watch, donc qui est censé surveiller le respect des droits de l'homme dans certains pays. Mais même George Soros qui a fait sauter la Banque d'Angleterre, c'est bien connu, et puis qui a lui-même dit que ces ONG ont joué un rôle dans la révolution en Ukraine, voilà, dans la révolution colorée pilotée par l'OTAN et les États-Unis. Et ensuite, en continuant les recherches, on voit que quand Amésis s'appelait I2E, ils avaient proposé à Kadhafi de lui vendre un système qui s'appelle CryptoWall, qui était le seul système au monde à avoir un logarithme assez complexe pour mettre en échec le système échelon, c'est-à-dire le système de surveillance électronique planétaire des États-Unis. Une fois que ça aurait été vendu à Kadhafi, ça aurait pu notamment s'étendre à toute la région, et les États-Unis n'auraient plus eu la possibilité de surveiller tous les pays. Et ensuite, on voit avec l'affaire Amésis que le monde avait présenté certains opposants comme de pauvres pacifistes humanistes qui se faisaient traquer par le vilain Kadhafi. Et en fait, il y avait un mandat Interpol international qui avait été mis contre eux. C'était des terroristes en fin de compte, et dont certains avaient assisté à des réunions de la Round Table américaine, donc qui est une espèce de think tank américain, un peu l'équivalent du CFR aux États-Unis. Tu peux épeler en fait parfois certains noms pour les auditeurs peut-être. Amésis, Roundtable. Roundtable, c'est le bon table ronde, donc round comme un round à la boxe, R-O-U-N-D, table comme une table. Et Amésis, c'est A-M-E-S-Y-S. Et quand ça s'appelle I2E, ça s'écrit I, le chiffre 2 et un E. Et on peut trouver en fichier PDF, le système s'appelle CryptoWall, donc comme crypté, crypto, et wall comme le mur, W-A-2-L. Et le dernier exemple qui est très parlant aussi au niveau et donc cette opération de déstabilisation, quand on remonte, ça tout renvoie en fait à une initiative américaine. Et Christian Arbelot a montré vraiment énormément d'exemples, notamment les affaires de déstabilisation avec Nokia, Siemens, tous ces exemples de guerre économique qui sont initiés par les États-Unis et qui nous font perdre des contrats. C'est-à-dire que nous n'avons pas dans cette société de consommation mondiale les moyens de nous défendre, puisque les contrats que nous pourrions gagner et qui permettraient de faire fleurir notre économie et d'avoir des emplois et donc de survivre tout simplement dans cette atmosphère de guerre économique, tout est parasité par d'autres pays qui mettent en place des opérations de déstabilisation qui donc nous empêchent de gagner des contrats, donc d'avoir de l'argent, de créer de l'emploi. Voilà, tout simplement. Et le dernier exemple criant qu'on peut prendre aussi sur cette opération de guerre économique, je renvoie à un site qui s'appelle bluelobby.eu, donc blue B-L-U-E et lobby comme un lobby.eu, qui a une page Facebook, qui est un site qui est vraiment a priori un des sites les plus solides que j'ai vu là-dedans, qui analyse tout ce qui se fait au niveau du lobby de la mer. Et il fait remonter beaucoup de choses à un trust caritatif qui s'appelle le Pew Charitable Trust de la famille Pew. Oui, Pew, P-E-W. Et ce lobby avait mené notamment une opération de déstabilisation contre la France et contre l'Europe il y a quelques années, en disant qu'avec des études évidemment scientifiques à l'appui dans des revues prestigieuses, que le saumon d'élevage que nous avions en Europe était toxique, ou qu'il y avait, je ne sais pas, s'il y avait du mercure dedans, ou bref, qu'il n'était pas sain par rapport à ce que faisaient les Américains. C'était en fait une méthode de lobbying pour mettre en avant les normes américaines et pouvoir vendre en fait ce poisson, et que nous ne puissions plus vendre ce poisson chez nous, quoi. Voilà, encore pour des raisons de santé, comme l'Union européenne fait avec le lait. Et la famille Pew va encore plus loin, c'est-à-dire que
sous des prétextes, encore une fois, comme Transparency International, sous des prétextes de mettre en avant de manière positive, de défendre la faune et la flore, d'empêcher la surpêche avec des études, on ne sait pas si elles sont vraies, on ne sait pas si elles sont fausses. Leur idée, c'est petit à petit de privatiser les océans et d'empêcher les pêcheurs de pêcher du poisson. Voilà. Donc c'est quelques exemples de guerres économiques qui montrent, et encore une fois, toujours initiées des États-Unis. Bon, ça vient de tous les pays, mais en l'occurrence contre nous, c'est surtout de la part de nos alliés entre guillemets américains. Qui montre qu'en fait, avec l'extension de la société de consommation mondiale qui est vraiment décrite en long, en large, en travers par Stuart Owen, en fait, ces gens cherchent à nous écraser de manière à nous empêcher, nous aussi, de survivre dans cette société de consommation qu'ils ont développée et qu'ils ont imposée à travers le monde. Est-ce qu'en même temps, c'est pas un point de faiblesse parce que on a du coup un système qui, en effet, a une prétention hégémonique. Et mondialisé, même si la mondialisation, ce n'est pas tout le monde, on le sait bien, il y a un certain nombre d'espaces et de territoires qui sont intégrés dans ce processus, il y en a d'autres qui sont jugés peu intéressants pour de multiples raisons et qui donc sont laissés de côté. Mais bon, donc un système qui tend à l'hégémonie et qui en même temps a quand même des lignes du coup de fracture et des lignes conflictuelles. Est-ce que là, il n'y a pas un hiatus, en fait, un point d'achoppement entre ces deux logiques qui, d'un point de vue extérieur, peuvent sembler contradictoires? Ces lignes de fracture, vous voulez dire que, comment dire ça, en fait, elles apparaissent depuis l'intérieur du système à visée hégémonique, c'est ça? Quand on regarde, là, on a passé une partie de l'émission à dire, bon voilà, il y a en effet un système, en particulier le système consumériste qui a tendance, en effet, qui a une portée naturelle mondiale, d'accord, une tendance naturelle à se développer à l'échelle mondiale. Alors c'est vrai qu'il est né aux États-Unis, mais l'Europe occidentale a lui-même ses propres piliers dans ce phénomène. Je veux dire, on prend des grandes boîtes comme Carrefour ou tout le système de la distribution qui est un des piliers de l'économie française porte par exemple ce système. Et en même temps, c'est vrai qu'on a des lignes donc, de guerre économique, par exemple, entre en effet un certain nombre de boîtes françaises et de boîtes américaines, et on peut étendre ça à l'ensemble du monde occidental. Est-ce que là, du coup, il n'y a pas une contradiction? Est-ce que le système, finalement, n'a pas sa propre faiblesse, dans le sens où il y aurait quand même encore des zones d'affrontement? C'est-à-dire qu'à un moment, oui, certes, on a une société qui a un modèle et qui se veut un modèle unique, d'accord, depuis qu'en effet, en particulier depuis que le modèle socialiste s'est totalement effondré. Mais finalement, c'est un modèle unique, mais qui a des fractures, qui restent des fractures finalement. Alors pas, j'allais dire nationales, non, évidemment pas nationales, parce que ces grandes firmes n'ont pas de nationalité en tant que telles, même si elles portent un modèle culturel. Mais du coup, il reste quand même des lignes de fracture. Oui, disons qu'il y a en fait une extériorité encore au système occidental. C'est-à-dire, enfin, si on considère que aujourd'hui l'Occident, c'est en gros 3 capitales, enfin 3 villes, Washington, Bruxelles, Tel Aviv. Voilà, c'est 3 villes qui dirigent ce qu'on appelle l'Occident. Il y a une extériorité à ça encore, oui, effectivement, ouais, qui va se jouer dans les BRICS, par exemple. L'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Voilà, donc en gros, là, si on définit encore un tiercé gagnant, on aura Moscou, Pékin, Téhéran, en gros. Ça. Donc, effectivement, donc il y a encore une extériorité à ce système débile. Que Stuart Owen décrit dans La Société de l'Indécence, qui effectivement qui le fragilise en fait, puisque et donc le système se venge. Par exemple, il va en quelque sorte, il va faire pression. C'est tout le système là, des sanctions contre la Russie ou ce genre de choses. Le fait aussi de nous demander de ne pas vendre le bateau Mistral aux Russes, en même temps. Alors donc ça, c'est un peu ce sont les contre-pouvoirs extérieurs. Maintenant, il se trouve que le système occidentaliste en fait croule sous le poids de sa propre bêtise. Aussi, c'est ce que Baudrillard décrivait en parlant d'un système obèse qui en fait s'auto-effondre. Il s'effondre sur lui-même. Puisque comme c'est un système de société qui en fait ne tolère plus le réel,
Donc il y a un mécanisme, un phénomène de virtualisation croissante, y compris dans les armées, ce qui fait que ce sont de mauvaises armées en réalité, d'où la délégation de la violence à des armées privées, qui sont pas forcément non plus très bonnes en réalité, mais bon, qui font le boulot à la place, quoi. Et puis donc aussi la bétification croissante des élites, de cette oligarchie qui en fait n'arrive pas à se renouveler, et qui fabrique des rejetons, enfin des nouvelles générations toujours plus bêtes les unes après les autres, et qui n'arrivent plus donc à garder le contrôle par la persuasion rhétorique, comme c'était le cas dans les années 70. Toute notre génération en France d'influenceurs des années 70, de Bernard-Henri Lévy à comment dire, Alain Finkielkraut, etc. Enfin, toute cette génération qui est apparue dans les années 70, c'est quand même de brillants orateurs. Et puis bon, quand ils écrivent leurs livres encore, ils écrivent pas mal, quoi. Bref, mais ce sont des gens qui n'ont pas réussi à assurer leur relève, parce qu'ils sont partie prenante d'un système qui repose sur le virtuel fondamentalement, et donc sur l'absence de travail. Donc eux ont bénéficié d'une bonne éducation et ce sont des érudits, ce sont des gens qui savent lire et écrire, mais ils soutiennent un système qui va dans le sens opposé de leur propre érudition, et donc ils ne peuvent pas transmettre ce qu'on appelle la transmission d'une culture, d'une identité, et donc voilà, ils sont voués à disparaître de toute façon par stérilité. Pas parce qu'ils auront été finalement vaincus, non, juste parce qu'ils ne sont pas en état, ils n'ont pas les moyens de se reproduire. En fait, tout simplement, c'est la reproduction sociale au sens un peu bourdieusien, là. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que ce système hégémonique occidentaliste qui a une prétention à l'hégémonie, de toute façon, est en train de s'effondrer sur lui-même. Parce que, voilà, alors il y a le site de Defensa qui analyse ça très bien, qui parle du virtualisme et de l'autodestruction, le désordre permanent. Bon, voilà. En fait, face à cela, il suffit finalement de tenir bon, et il s'effondrera tout seul. La seule solution qu'il a trouvée pour l'instant pour essayer de perdurer, c'est la violence physique, en fait, croissante. Les menaces de l'OTAN, contre la Russie, contre la Chine, les menaces, voilà, le génocide, voilà, ce genre de choses, quoi. Il n'y a plus que ça, en fait. Il n'y a vraiment plus que ça, parce que tout le reste a échoué, et surtout, tout le reste n'est plus possible, parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens d'écrire des bouquins pour nous raconter n'importe quoi. Ils n'ont plus les moyens, plus personne finalement ne leur fait confiance, parce que tout repose là-dessus. Tant qu'on a la confiance de quelqu'un, on peut le pirater. Du jour où en fait son pare-feu est rétabli, et donc du jour où il ne nous fait plus confiance, on peut plus le pirater. Là, c'est le cas. Qui regarde encore la télé, qui lit encore la presse, c'est fini, c'est terminé. Qui écoute la radio, à part Méridien Zéro, évidemment. Non, mais non, mais voilà, je veux dire, bon, globalement, les gros médias n'ont plus la confiance du peuple. Donc c'est terminé. Ouais. On peut renvoyer les auditeurs à l'émission récente qu'on avait fait avec les gens de Polémia suite à la 7e journée de la réinformation. Donc, émission au cours de laquelle on avait eu l'occasion d'interviewer Dominique Albertini de Libération et David Doucet des Inrecuptibles. Et ça, c'est quelque chose dont les deux journalistes avaient globalement confiance. Alors, avaient globalement conscience. Alors, c'est vrai qu'ils avaient tendance à, du coup, dans l'interview, de façon feutrée, à dire oui, mais en même temps, des gens comme Polémia, ils accentuent ce climat de méfiance. Mais ils reconnaissaient que, globalement, de toute façon, ce climat de méfiance était globalement fondé. C'était une réalité. On peut peut-être les renvoyer au nouveau dictionnaire de novlangue qui a été justement édité par Polémia et qui pourra leur être utile à ce niveau-là, peut-être pour se déconditionner un petit peu. Oui, puis pour rester justement dans le courant de Stuart Owen, on pourrait le renvoyer aussi au livre paru à l'Encyclopédie des nuisances sur la novlangue, écrit par Raimé Samprin,
Feu Rémy Samprin, qui est très très bien, qui montre tout le qui a une petite vingtaine d'années, une quinzaine d'années, je dirais, qui travaillait évidemment sur toute cette transfiguration du vocabulaire, les mots n'ayant plus la signification qu'on leur attribue normalement, et ce qui correspond évidemment là aussi à une démarche très très bien pensée de transformation du réel. Il y a un dernier mot pour conclure, Lucien et Thibaut. Oui, donc achetez et lisez La Société de l'indécence de Stuart Ewen, publié aux éditions Le Retour aux sources. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure introduction possible en fait à la situation que nous vivons actuellement en France et dans d'autres pays d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous connaissez des gens qui sont encore insensibles à tous ces sujets dont nous venons de parler là pendant 1h30, c'est la meilleure entrée en matière. Parce que finalement, ça va pas trop vite. En fait, Stuart Ewen fait le pont finalement entre je dirais l'opinion publique conventionnelle, et puis donc une approche extrêmement critique et extrêmement, comment dire ça, incisive. C'est-à-dire qu'il montre non seulement, enfin, il dénonce en fait les maux de nos sociétés, mais il rajoute cette composante qui n'apparaît pas toujours, notamment dans le situationnisme, où on se plaint de la décadence, mais on ne dit pas toujours que effectivement, non seulement il y a des gens, mais il y a aussi des méthodologies derrière tout ça. Voilà. Et Stuart Ewen est un bon pédagogue dans cette perspective. Et qui donc permet effectivement d'introduire en douceur ces questions-là et en contournant justement les écueils ou les accusations un peu de paranoïa ou de complotisme, puisque en réalité ce sont des textes, tout ce que Ewen rapporte en notes de bas de page ou en bibliographie, vous pouvez le trouver globalement à la FNAC. C'est extrêmement... il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. C'est juste qu'on n'en parle pas trop, parce que oui, effectivement, c'est l'atelier. Voilà. Et il faut le faire disparaître. Thibaut ? Oui, pas grand-chose à rajouter. Peut-être ce serait intéressant pour les lecteurs de ce livre de le lire et ensuite, ou en même temps, de regarder en fait les publicités dans la rue, à la télévision, et pouvoir comparer justement et constater que ce qu'Ewen dit est entièrement vrai et nous est encore appliqué vraiment de manière bien plus approfondie aujourd'hui. Voilà. Et que les indécrottables sceptiques ne seront peut-être plus aussi sceptiques après ça. Juste un dernier mot sur les projets, parce que vous avez enchaîné, là, Lucien, au retour aux sources, un certain nombre sur ces 2-3 dernières années. Vous avez fait quand même je pense à la guerre des monnaies, etc. Le Mans, il y a quelque chose à venir ou pas ? En fait, là, c'est pas au retour aux sources. Là, il y a une réédition de Gouverner par le chaos, 2e édition, avec une nouvelle préface qui contient pas mal de nouvelles choses. Et puis le texte est mis à jour, puisque la première édition date de 2010. Voilà ça. Et puis sinon, alors au retour aux sources, qu'est-ce qu'on a en cours, je sais plus là, je me souviens plus, mais je vais certainement proposer des choses effectivement à François un de ces jours. On a un texte a priori bien borné sur les questions de virilité et de masculinité par quelqu'un qui s'appelle Jack Donovan, donc qui revient aux racines de ce qu'est la masculinité et qui pourra justement permettre à pas mal de gens de rompre avec toute cette féminisation qui nous est imposée notamment aux hommes dans la société de consommation actuelle. Et on essaie en fait de faire les choses de manière assez globale, c'est-à-dire de faire des livres qui se répondent les uns aux autres et se complètent les uns les autres. C'est pour ça qu'ensuite on va publier un livre de Carroll Quigley, donc qui n'est pas un conspi, qui était le mentor de Bill Clinton. Mais son livre Histoire secrète de l'oligarchie anglo-saxonne a été écrit en 1949, il est sorti en 1980, donc censuré pendant 32 ans. Et Quigley est mort en 1977. Et ce livre expose, Quigley dit moi je suis partisan du Commonwealth, je pense que la civilisation britannique est supérieure à toutes les civilisations. Mais ouais, alors Carroll Quigley, C-A-2-R-O-2-L, et Quigley, Q-U-I-G-L-E-Y. Et ceux qui lisent l'anglais peuvent le trouver sur internet sous le titre The Anglo-American Establishment.
Et il dit, en fait, moi je balance tout, puisque ceux qui sont de mon bord font ça dans le dos des gens. Il balance tout sur la société secrète anglaise, notamment le célèbre groupe Milner. Il explique la prise de contrôle du Times, comment ils ont fait de la propagande avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, comment ils ont poussé à la guerre, comment ils ont influé sur la politique continentale, le traité de Versailles, et comment ils sont influés aussi sur la guerre des bourgs, les opérations de désinformation, de propagande, les mensonges, le népotisme. Et en complément, vraiment en complément de ça, on publiera pour la première fois un livre sur un sujet qui est crucial mais jamais abordé en France, à part sur quelques blogs, qui s'appelle sur l'Institut Tavistock, donc qui a été créé à Wellington House, le département de la propagande britannique, en 1913. Et c'est simple, ils ont fait tout le XXe siècle en fait. Ils ont servi un peu de bras armé du groupe Milner et de l'oligarchie britannique. Ils ont fait les opérations de propagande de la Première Guerre mondiale contre William II, la commission Krill, les sondages d'opinion, la propagande de Deuxième Guerre mondiale. Ce dont parlait Wen, ce sont aussi eux qui en sont la base. Bernays a travaillé pour eux, Walter Lippmann. Ils ont fait le programme MK-Ultra de la CIA, le LSD, la révolution culturelle, les jeux vidéo, la mise en place du jazz, du hip-hop. Et ils ont à peu près tout fait. Et là aussi, très important, la matrice des révolutions colorées, c'est-à-dire tous les éléments de langage qu'on voit dans le conflit ukrainien, ils en sont à la base. Ils employaient déjà les mêmes à l'époque contre William II, quand il parlait du boucher de Berlin, en Irak, il parlait du boucher de Bagdad. En fait, ce sont tous les mêmes éléments de langage. Et celui qui a écrit ça est un ancien du MI6, donc un ancien James Bond, on va dire, qui s'appelle John Coleman. Voilà. Et comment expliquer, alors je m'éloigne, mais en même temps, pas tant que ça, parce que Stuart Ewen en est représentant, comment expliquer ce poids des auteurs anglo-saxons, du coup, au retour aux sources, en fait, dans tout ce qui est traduction, édition? Est-ce que ça signifie finalement que il n'y aurait que dans le monde anglo-saxon qu'on trouverait du coup des voix critiques intéressantes, ou comment ça se fait? Alors, pas que, peut-être sur certains sujets. L'avantage, John Coleman est, alors je ne sais plus s'il est anglais ou s'il est américain, mais déjà il n'est pas français. La première fois qu'il a parlé de Tavistock, c'était en 1969. Et vu que c'est l'oligarchie britannique qui, a priori, fait le plus de dégâts dans le monde, le mec est britannique ou américain, je ne sais plus, mais il est britannique puisqu'il a travaillé pour les MI6. Donc c'était logique que ça ne soit pas un français. Ensuite, il y a une autre personne qui a parlé de l'Institut Tavistock, qui est Daniel Estulin, qui a écrit une véritable histoire des Bilderberger, mais son livre est disponible seulement en espagnol pour l'instant. Carol Quigley est américain. Et il y a des livres aussi sur le fabianisme qui ont été écrits par des Anglais, mais le fabianisme, c'est une société secrète anglaise. Et tout simplement parce que tout ce qui nous est imposé est fait par l'oligarchie anglo-saxonne et britannique. Donc je peux dire ce sont surtout des gens de ces pays-là qui savent ce qui se passe, des gens bien placés. Carol Quigley était très bien placé quand même dans ces sociétés-là. Donc John Coleman était un agent secret. Donc je pense qu'il y a dû à ça. Il y a peut-être que la recherche n'est pas la même. Ils sont peut-être pas autant étouffés par le politiquement correct ou pas de la même manière. J'ai pas d'autre explication à ça. Mais vu que c'est l'oligarchie anglo-saxonne qui nous impose le plus de choses et qui fait le plus de dégâts, c'est peut-être normal que ça soit des gens de chez eux qui s'élèvent contre ça. D'accord, très bien. On attend toutes ces parutions avec impatience, parce que ça fait quand même des très bonnes choses en effet à se mettre sous la dent pour justement essayer de se construire sa propre immunité, et puis essayer de résister au storytelling et à tout ce qui peut nous être raconté. Merci à vous deux. Et puis du coup, on espère bien vous recevoir pour une autre émission consacrée à un de ces livres qui sortiront bientôt. Nous ne saurions finir cette émission évidemment sans évoquer, car nous sommes le 21 novembre, nous ne saurions donc finir cette émission sans évoquer le congrès de demain, le congrès européen. Je pense que ça n'aura échappé à aucun d'entre vous, intitulé Le Réveil des Nations et organisé à l'initiative du GUD Paris. Ce congrès est important parce qu'il réunit des mouvements nationalistes révolutionnaires, pour l'essentiel européens, qui ne sont pas venus à Paris depuis très longtemps. On n'aura jamais vu autant de mouvements de camarades réunis au même moment, puisque, comme vous l'aurez vu sur le magnifique flyer, la magnifique affiche qui a été réalisée pour ce congrès, on aura des camarades grecs de l'Aube dorée, nos camarades italiens évidemment de Casa Pound, qui à eux seuls justifient le déplacement. Des camarades espagnols à travers le MSR, donc le Mouvement Social Républicain, et la Liga Roven espagnole, donc deux mouvements qui habituellement, c'est vrai, sont sur des positions relativement similaires, en tout cas vues de France, et qui sont donc représentés tous les deux.
nos camarades de nation, la revue Synthèse Nationale et enfin évidemment le MAS, donc le Mouvement d'Action Sociale, représenté par son porte-parole et qui interviendra lors du meeting. Donc ce meeting, c'est à la fois un moment de rencontre, c'est évidemment un moment de débat et d'intervention. Donc à l'heure actuelle, à laquelle je parle, le lieu n'est pas connu. Mais l'ouverture des portes se fera donc dès 14h. Vous aurez ensuite des interventions en gros de 16 à 20h, enfin sans doute de 16 à 19h, 19h30. Et ensuite un concert, en particulier avec les Italiens de Bronson et de Blind Justice. De fait, ce congrès, donc, le lieu sera annoncé demain. Donc évidemment, je vous invite à rester vigilant, à y aller. C'est important d'être très nombreux. Pour l'instant, le meeting n'a pas reçu de menaces institutionnelles. Hein. Il ne semble pas avoir été interdit ou autre. Donc évidemment, nous vous invitons à être nombreux parce que si nous repensons à ce qui s'est passé au moment du concert de In Memoriam au mois de juin, un coup de Jarnac de nos meilleurs ennemis d'en face est toujours possible. D'où la nécessité évidemment d'être très nombreux, à la fois parce que ces camarades européens viennent de loin et donc il faut leur rendre la politesse, je dirais. Et puis parce que de toute façon, nous ne nous s'en sortirons pas, hein, quelle que soit la dimension nationale et l'importance que nous accordons à l'État-nation et à la France. Nous ne nous en sortirons pas tout seuls. Les défis à venir sont énormes, que ce soit sur le plan de l'économie, de l'immigration. Et nous aurons besoin plus que jamais d'avoir des liens très forts avec nos camarades européens. Je vous invite donc évidemment à être présents demain. Merci, et puis comme d'habitude, hein, à l'abordage, et pas de quartier.